Durant plus d'un siècle, l'accent fut particulièrement mis sur les rapports de production pour expliquer la situation sociale, nationale et internationale. Ces derniers temps, les ambassadeurs de la thèse culturelle, pour ne pas dire racialiste, ont eu le vent en poupe pour diffuser leur propagande. Ils érigent un nous et un eux, non plus basés sur l'ethnie, comme ce fut le cas autrefois, mais sur des valeurs, une culture. Ici, la culture masque l'ethnie, puisque le fils d'un ressortissant étranger, étant né et ayant grandi dans le pays d'un des apôtres de cette idéologie, ne sera pas pris en considération. Les différences culturelles seraient pour les plus extrêmes que l'expression de différences raciales. Développée en Occident, la doctrine sera reprise, ou plutôt transmise, mais le plus souvent en éludant la hiérarchie inventée. Ainsi, certains voient dans la traite triangulaire une volonté d'exploiter pour exterminer les peuples noirs car noirs. De ce point de vue, l'importance qu'ils donnent à l'ethnie pour lire le monde les rapproche grandement de ceux qui voient dans les Français fils d'immigrés, notamment d'Africains, un cheval de Troie, une attaque de l'intérieur orchestrée par l'extérieur. Mais ce qui est étrange est que ces derniers, comme les premiers, se considèrent comme appartenir à une minorité discriminée ou en voie de disparition. Selon ce point de vue, le conflit serait dû à une antinomie naturelle, le lion et la gazelle, la coccinelle et les pucerons, le blanc et le noir. La solution, on la retrouve dans l'histoire des États-Unis. Extermination ou séparation. Si aujourd'hui on parle de lutte intersectionnelle, de lutte entre minorités ou de choc de civilisation, nous reviendrons dessus dans un épisode ultérieur. Hier encore, on parlait de démarcation des couleurs. C'est ce qui va donner le panégrisme, l'ancêtre du panafricanisme. Cette idéologie prônant la solidarité entre hommes noirs. Les porteurs de ce courant essaieront de quitter l'esclavage en rejoignant le Far West, l'Amérique latine ou le Canada, tout en se battant contre ce système. La démarcation de couleur, c'est également ce groupe né au lendemain de la guerre de sécession. C'est le Ku Klux Klan. Une amère défaite qui va amener certains à prôner l'extermination complète des Noirs américains. Mais si ces différents acteurs ont perçu et semblé pertinente la vision selon laquelle les conflits ont pour origine des différences ethniques, comment expliquer les coalitions ayant eu lieu entre Noirs et ce que Orzin appelle les serviteurs blancs? Certains pourraient simplement dire qu'il s'agit d'alliances ayant eu cours en marge et donc ne représentant pas une tendance générale plus profonde. C'est la fameuse phrase «l'exception n'infirme pas la règle». Mais si effectivement l'exception n'infirme pas la règle, elle permet au mieux de définir les contours. Puisque ces acteurs sont, à première vue, allés au-delà de la thèse monocausale racialiste, il a fallu que d'autres éléments entrent en jeu pour que le saut se fasse. Mais d'un autre côté, le système esclavagiste américain reposait grandement sur une démarcation identitaire. On ne peut pas le nier. Cet élément ne peut pas être éludé. Mais dans un autre côté, la lutte contre le système esclavagiste américain fut grandement poussée par les Britanniques, des Blancs, les principaux bénéficiaires de cette économie avant de brusquement changer de fusil d'épaule. On en vient à se demander quels sont ces ou ces autres éléments ayant participé à ces changements. Est-ce que nos prises d'opposition doivent-elles se baser sur notre couleur de peau? Si des racistes comme Zemmour font appel à la thèse des chocs des civilisations pour expliquer une dichotomie entre l'Ouest et le Sud, on ne l'entend pas expliquer la Première ou la Deuxième Guerre mondiale comme étant des conflits de nature raciale en dépit des particularités culturelles. C'est pourquoi nous devons tout d'abord essayer de comprendre comment, dans un même espace géographique, il peut y avoir une division et des conflits entre populations, et puis comment se fait-il que la taille des groupes humains n'ont pas cessé de s'accroître, passant de la petite tribu, un nombre d'individus restreint et plus ou moins homogène, à des nations, des groupes humains plus hétérogènes et de taille plus importante. La thèse racialiste part du principe qu'il existerait une solidarité ethnique, une solidarité noire comme il existe une unité européenne blanche et chrétienne, ce qui sous-entendrait une nécessaire coopération. Dans un cas comme dans l'autre, la question qu'on peut se poser est pourquoi s'arrêter à tel ou tel moment historique. Certains considèrent que la France est devenue la France au baptême de Clovis, quand d'autres remontent l'origine de la France aux Gaulois, tout comme certains affirment l'existence d'une solidarité noire et intemporelle.
Quoi qu'il en soit, le but étant d'éclairer les phénomènes du présent. Et la réponse qui est proposée ne peut se mesurer qu'à la question qu'on se pose. Or, ici, la plupart du temps, on ne pose pas de questions. On tâche de répondre à un agenda. Une question qui mérite d'être posée, qu'est-ce qui fait qu'une somme de personnes forme un groupe cohérent, structuré? Qu'est-ce qui fait qu'un groupe se sent appartenir à une même communauté de destin et se met à agir dans une même direction? C'est durant ces années passées à étudier en Nouvelle-Guinée que Maurice Godelier se résolut de répondre à cette question. Au cours de ses observations, il s'est rendu compte que les Barouillas et leurs voisins partagent la même langue, la même culture, la même organisation sociale. Malgré ces éléments, les différents groupes locaux s'affirment comme des sociétés différentes, portant des noms distincts. Les éléments mis en avant pour expliquer l'appartenance au groupe sont généralement le système de parenté, l'appartenance à un ancêtre commun ou encore les rapports de production. Or, Godelier s'est rendu compte que ni les rapports de parenté ni les rapports de production permettaient à ces populations de se considérer comme un tout. Les tabous autour du mariage faisaient qu'un échange de femmes entre les lignages et les clans avait lieu. En dépit du besoin de trouver sa compagne hors de son clan, et bien que cela était matériellement possible, aucun clan n'avait fait alliance avec tous les autres clans, même si on examinait les alliances sur 4-5 générations, et bien que formant un tout. Quant au rapport économique, l'histoire du commerce moderne montre largement que l'échange de biens ne suffit pas à constituer une société. Dans ce cas, qu'est-ce qui fait société? Sa réponse, les rapports politico-religieux. Godelier résume les choses de la façon suivante dans Communauté, société, culture, 3 clés pour comprendre les identités en conflit. Ouvrez les guillemets. Ce sont les rites d'initiation qui ont permis à ces groupes d'exister comme un tout à leurs propres yeux et à ceux de leurs voisins, amis et ennemis. Ces rites, en produisant et reproduisant à chaque fois le système des classes d'âge et la hiérarchie entre les sexes et entre les clans, impliquent tous les membres de la société et attribuent à chacun un statut différent, mais utile à tous, selon son âge, son sexe et ses capacités. Il ajoute plus loin, religieux parce qu'au cours des initiations, les dieux, les esprits de la nature et les ancêtres sont présents et coopèrent avec les détenteurs des objets sacrés pour initier les nouvelles générations. Politique parce que les rites imposent et légitiment un régime de pouvoir, un ordre au sein de la société qui ont en réserve le gouvernement aux hommes. Fermez les guillemets. La forme que prend ces rites fluctue. Ici, ce n'est pas la forme qui compte, mais l'esprit de la chose, l'autodétermination et bien sûr son contenu. La neutralité axiologique que vise l'actuel droit français fait qu'on ne peut prétendre que la France d'aujourd'hui est une France chrétienne, si ce n'est pour répondre à des exigences politiques. Bien qu'il puisse subsister à certains égards un rapport au monde qui serait le fruit d'une culture chrétienne. On peut en dire tout autant de l'idée de solidarité noire et donc de quelconque fraternité de couleur. Mais si la démarcation de couleur ne suffit pas à se considérer comme un tout, comment expliquer qu'aux yeux des Américains, blancs et afro-américains, que la grille de lecture raciale puisse constituer une approche pertinente pour expliquer leur réalité et du même coup, comment expliquer l'alliance serviteurs blancs et esclaves noirs ainsi que le changement de dynamique des Britanniques, un jour esclavagistes et un autre abolitionnistes. Si les Américains reconnaissent dans l'idée de race une certaine pertinence, c'est parce que le rapport aux couleurs s'est formé avec les rapports sociaux de production. La peste noire, le système de servage, le désir de valoriser de nouvelles terres, l'esclavage pratiqué dans les vieux mondes ont concouru à l'établissement du commerce triangulaire. Ce commerce devait s'accompagner d'un discours, la différence de couleur sautait aux yeux. C'est donc en se basant sur celle-ci que l'édifice se construisit. Les représentations induites par ce monde seront si profondément admises qu'au moment où la société doit mettre fin au système esclavagiste, se produit le procès Pelcy contre Ferguson. Alors que, pour les mêmes raisons, l'essor du capitalisme, en France est rédigée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est l'essor de cette nouvelle structure économique et l'indépendance des États-Unis vis-à-vis des Britanniques qui va amener la couronne à combattre les USA.
Les Britanniques vont s'en prendre aux États-Unis en attaquant leur base économique. Ils vont donc la jouer abolitionniste. Mais comment se fait-il que la taille des groupes humains n'ont pas cessé de s'accroître? Passant de la petite tribu, un groupe revendiquant leur appartenance à un ancêtre commun, à des nations, des groupes humains plus hétérogènes et de taille plus importante, et plaçant au second plan leur appartenance ethnique. Le type de relation ayant existé au sein de la communauté d'autrefois et celle existant au sein de la société d'aujourd'hui est grandement différente. On peut dire de même pour les communautés et les sociétés du même temps. Mais la dichotomie est d'autant plus visible en faisant le parallèle entre aujourd'hui et hier. C'est pourquoi c'est plutôt cet axe que nous allons prendre. Au sein des communautés ancestrales, l'âge est central. Il structure les comportements entre personnes selon deux axes, vertical et horizontal. Pour aller d'un cercle restreint à un cercle plus large, c'est le droit d'aînesse. C'est le devoir des enfants vis-à-vis des parents. C'est le respect du vieil homme, le respect de l'âge, indépendamment de la proximité parentale due par le jeune. Symboliquement, le respect est accordé à ceux qui se rapprochent le plus de l'ancêtre commun. Au niveau horizontal, c'est le devoir de solidarité, de don et de réciprocité. Contrairement au monde ancien, le monde d'aujourd'hui laisse la part belle à l'enfant. Un investissement tout particulier lui est fait. On investit dans le récent et plus largement, on recherche la nouveauté, ce qui s'éloigne le plus de l'ancien. On est en quête de jeunesse et donc de frivolité. Tout y passe, du look à la psychologie. Le sérieux sert de matière à nourrir les téléréalités. C'est le Truman Show, c'est TikTok. La verticalité de l'ancien monde disparaît pour laisser place à des relations de patrons et de salariés, de possesseurs des moyens de production et d'exploiter. Quant à la structure horizontale, l'argent. Si dans l'ancien monde, l'alliance est déterminée par les limites de sa communauté, dans notre monde nouveau, les limites de ces alliances sont déterminées par la volonté. L'importance réside dans la capacité à réunir ou concilier les différentes volontés. À l'opposé du don, les rapports horizontaux font l'œuvre de mesure. Tout a un coût. En cas de contretemps, le préjudice est ramené à une unité universelle afin d'être estimé. L'entreprise privée le montre très bien. Au sein des sociétés anonymes, le capital dû en cas d'endettement ne peut pas dépasser le montant du capital investi. En l'absence de hiérarchie préalable, c'est donc la démocratie. Le nombre de voix que dispose un individu ne dépend pas de lui, comme dans l'ancien monde, mais de sa quantité de pécule, de parts sociales. Ces rapports se sont étendus aux quatre coins du globe. Et si par hasard un quelconque village ne serait pas soumis à ces rapports, sa subsistance n'en serait pas moins mise en péril par ce dernier. C'est la transformation progressive de la communauté en société qui a permis la présence de groupes humains plus hétérogènes et de taille plus importante. C'est cette tendance qui fait qu'en dépit du racisme, la Silicon Valley se voit obligée d'embaucher afro-descendants comme asiatiques. Ainsi, racisme, fuite des cerveaux, tout dépend des intérêts. L'absorption des identités dans un projet plus grand et les logiques économiques sont parmi les éléments clés ayant encouragé cela. Davantage aujourd'hui qu'autrefois, la concurrence l'impose. Si les identitaires souhaitent sortir des conséquences de ces rapports d'argent, alors c'est par le haut qu'ils doivent opérer, l'universel. Mais nous savons qu'ils cherchent autre chose. Encore aujourd'hui, en France, nous continuons à parler des effets du racisme en dépit de l'absence de loi raciale. Pourquoi est-ce encore d'actualité? J'y réponds dans cette vidéo.